et bienvenue dans Qu'est-ce qu'on food? Vous avez faim, ça tombe bien. Nous aussi, aujourd'hui une émission un peu particulière. Mathilde est à distance, mais ça ne va pas l'empêcher de participer et d'interagir avec nous tout au long de l'émission puisqu'elle est juste derrière moi. Coucou Mathilde. Je suis là, coucou tout le monde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un invité sur le plateau. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous avons donc Stéphane Le Guillon qui représente La Belle Assiette. La Belle Assiette, c'est un site de chef à domicile et il nous expliquera tout ça un peu plus tard. Pour le reste de l'émission, pas mal de restaurants, un restaurant chinois. Parce qu'il ne faut pas penser que du mal des restaurants chinois, il y en a des bons. Un restaurant étoilé à Paris et un restaurant dédié aux burgers à la française, un peu gourmet. Et puis derrière, des produits que Mathilde nous présentera depuis chez elle, avec quelques nouveautés. Et puis ensuite, quelques vins avec des idées de cocktails qui changent un peu, le cocktail au vin, on n'y pense pas assez souvent. Un rosé d'Alsace, parce que l'Alsace fait aussi les rosés. Et puis un blanc frais et fruité pour accompagner toutes les grillades. C'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food? On commence tout de suite avec un restaurant chinois à Paris. Très souvent, les restaurants chinois ont un peu mauvaise presse, on trouve ça un peu cradingue, on sait pas très bien ce qu'on mange, et parfois c'est tellement épicé qu'on sent plus rien. Là, je vous en ai dégoté un qui a le bon goût d'être spécialisé dans la cuisine de deux provinces. La province de Sichuan, qui est donc connue pour son poivre et ses épices, et la province de Shanghai, qui, pour le coup, est réputée pour ses accords sucrés-salés, donc avec une cuisine assez douce. Et donc, pour ceux qui aiment cracher le feu, c'est parfait, parce qu'ils vont trouver des plats extrêmement relevés, qui vont vraiment leur faire plaisir. Et pour ceux qui préfèrent les choses plus douces, il y en a aussi, donc tout le monde est servi. Le chef a une formation équivalente à celle du MOF en France, mais en Chine. Il a donc une cuisine assez technique, et il a importé de Chine une vingtaine de spécialités qu'on ne connaît pas du tout en France et qu'on n'a jamais l'occasion de déguster. Donc l'intérêt, c'est de découvrir des plats complètement inédits. Il y a notamment un plat où la crevette et le poulet sont imbriqués l'un dans l'autre, donc une technique assez particulière. Il y a un plat avec des asperges qui sont à l'intérieur de tripes. Alors pour ceux qui aiment les abats, c'est le paradis là-bas. Je sais pas si les amateurs, moi, je suis fan d'abats, donc c'est assez particulier, mais c'est très bien cuisiné. Et ils ont aussi un plat à base d'aubergines de porc qui ressemble un peu au canard laqué. Donc on met ça dans une galette, on voit la photo derrière, on assaisonne et on mange ça, et ça c'est absolument divin. Puis il y a aussi des trucs un peu bizarres. J'ai notamment goûté un bloc de tofu noir. Alors là c'est complètement déroutant puisqu'on a un espèce ça ressemble un peu à du pain d'épices visuellement, c'est très noir, c'est assez sucré, même très sucré, fondant presque un peu spongieux, très surprenant, servi avec des champignons noirs, enfin voilà. Donc il y a plein de plats qu'on n'a jamais vus et qu'on verra peut-être jamais autre part, et du coup c'est plein de découvertes. Puis il y a aussi des plats très beaux avec notamment des crevettes dans une espèce de nid de nouilles frites qu'on voit derrière, et puis aussi du poisson qui est présenté dans un petit comme un espèce de petit bateau. Donc voilà, c'est esthétique, c'est bien fait. Il y en a pour vraiment tous les goûts, du sucré, du salé, des abats, pas des abats. Et le lieu est agréable. On est bien reçu, les explications sont fournies. C'est important parce que sur les plats asiatiques, c'est pas toujours évident. Voilà, donc cette merveilleuse adresse qui s'appelle Zéro d'attente se trouve 55 boulevard Saint-Marcel dans le 13e. Je vous invite à y aller, ça fait voyager les papilles. Super. Et on n'attend pas du tout, du coup. Non, alors, effectivement, le nom, moi aussi, m'a surpris, parce que zéro d'attente, ça fait un peu bizarre. On se dit, mais pourquoi zéro d'attente? Parce que tout est prêt à l'avance. C'est pas très engageant, mais en fait, si on attend, je vous assure que tout ne vient pas comme ça. Et je n'ai pas encore réussi à définir d'où venait le nom. Voilà. Mais vous attendrez quand même un petit peu pour que les plats soient prêts. C'est une bonne nouvelle. Continue sur un burger. Je crois, Mathilde, que tu as une adresse assez franchouillarde au niveau du burger à nous présenter. Exactement, dans la lignée des nouveaux concepts autour du burger, il y a King Marcel qui vient d'ouvrir à Paris. Alors on pourrait croire que ça y est, ils sont tout nouveaux, ils sont tout beaux, ils sont tout neufs parce qu'ils débarquent à Paris. Et en fait non.
Ils viennent de Lyon. C'est des petits Lyonnais en fait qui du coup ont ouvert à Paris, donc il faut pas croire que tout se passe d'abord à la capitale. Non, ils viennent de Lyon et donc ils ont ouvert là boulevard Montmartre pour les Parisiens d'entre vous. Donc c'est une grande salle assez accueillante dans lequel on peut aller découvrir des burgers, mais on est toujours dans ce concept qu'on aime bien, donc du coup assez franchouillard. Donc on retrouve différents burgers comme le Marcel Pagnol par exemple, comme le Marcel du marché ou encore le Marcel Cerdan. Donc vous l'aurez compris, ça tourne beaucoup autour du Marcel, hein, comme son nom l'indique, le King Marcel. On y est allé avec Isabelle. On a particulièrement aimé le burger entouré dans son papier pour pas s'en mettre plein les doigts. Pour une fois, on arrive à manger proprement. Exactement, une astuce assez sympathique. Les burgers sont fidèles à eux-mêmes, hein, très copieux. On a des adresses assez sympathiques, notamment autour des produits du terroir. Et puis du coup après, en dessert aussi, on peut trouver également des spécialités lyonnaises. Alors c'est ça. Il y a un petit clin d'œil. Tout à fait. Il faut connaître un peu les spécialités lyonnaises, mais on retrouve la tarte à la praline, on retrouve des produits de la mère Richard. Donc voilà, il y a le petit clin d'œil de la provenance de King Marcel qui vient de Lyon. Jolie adresse, effectivement. Exactement, pour cette petite adresse, rue Montmartre à Paris, pour ceux qui veulent aller manger un burger ce midi. Parce que finalement, les burgers, on s'en lasse pas, quoi. Ça continue encore et encore. Peut-être qu'un jour, ça finira par s'atténuer, mais pour l'instant, on mange encore du burger et tant qu'ils sont bien faits, pourquoi pas. On continue avec une adresse complètement différente. On vous emmène en province. Nous partons à Grignan. Alors Grignan, je ne sais pas si vous connaissez. Mathilde, est-ce que tu es déjà allée à Grignan ? Non, pas du tout. Grignan, c'est dans le sud de la France. Grignan, nous sommes grosso merdo entre Grenoble et Marseille. Oui, ça vous paraît vague. Donc c'est dans le sud de la France et c'est un petit village un peu... on pourrait croire un peu perdu, mais en fait, pas du tout, puisqu'il est renommé depuis un paquet d'années grâce à Madame la Marquise de Sévigné, elle-même, dont la fille était la comtesse de Grignan. Elle avait épousé le duc ou quelque chose comme ça de Grignan. Bref, donc elle était à Grignan. Et la Marquise de Sévigné se languissait de Fifi et donc lui adressait ses lettres. Où elle lui racontait toute l'actualité de la cour et où elle parlait toujours de la beauté de la région, etc. Et donc, Grignan est devenu célèbre pour ça. C'est un très joli petit village entouré de remparts, vraiment adorable, côté historique magnifique, avec une vue quand on monte sur les hauteurs absolument superbe sur toute la région. Donc voilà, vraiment, ça vaut la peine de se déplacer à Grignan. Mais au-delà du charme évident de la région. Alors, comme on va le voir sur les images, nous, on n'a pas eu de chance, on y allait un jour et c'est pas extrêmement beau. Mais quand il fait beau, ce n'en est qu'encore plus magnifique. Mais déjà sous la pluie, ça avait son charme. Et donc, quand vous venez à Grignan, découvrir, donc marcher sur les traces de Fifi de la marquise de Sévigné, donc la comtesse de Grignan, vous pouvez vous loger à un endroit assez merveilleux qui s'appelle le Clair de la Plume. Le Clair de la Plume, petit clin d'œil bien entendu à la comtesse, avec la plume, les lettres, etc. Et donc le Clair de la Plume, c'est un hôtel de charme qui possède un restaurant étoilé. Et donc, nous sommes allés découvrir le lieu et le restaurant. Et ça a été une excellente surprise. Nous avons fait la rencontre du chef Julien Alano, qui nous a un petit peu expliqué son parcours et comment il travaille. On va l'écouter tout de suite pour nous expliquer un petit peu comment il a débarqué au Clair de la Plume. La première année, ça a été une année d'approche. Pour moi, quand je suis arrivé en 2013, j'ai fait toutes les recettes, je les connaissais. J'ai fait ça avec du produit basique. J'ai voulu être efficace. Et une fois qu'on a passé la saison, à partir du mois de septembre 2013, j'ai commencé à dire, bon, on a passé un été. J'ai vu que j'étais capable d'assumer le rythme qu'il y avait à assumer. Maintenant, on va aller plus loin dans l'approche. Donc c'est là où s'est mis vraiment en route la notion de producteur. Et donc le meilleur moyen, c'est de se déplacer, d'aller les voir, de discuter avec eux,
de poser nos attentes en fait. Et eux de nous dire ça je peux faire, ça je peux pas faire. Parce qu'au-delà de dire, au-delà du chef à dire moi je veux ça, c'est surtout ce que le producteur est capable de faire. Et c'est après au chef à s'adapter. Je pense que c'est la meilleure des manières d'approcher le producteur et d'avoir une relation pérenne dans le temps qui dure. Et donc en fait cette étoile-là, en fait, elle fait que valider leur travail. Donc ils sont. Ils vont contribuer aussi à ce bien travail. sûr, mais c'est évident. Ils font partie de l'équipe. Et c'est pour ça qu'ils sont valorisés et qu'ils donnent encore le meilleur d'eux-mêmes parce que voilà, ça les valorise. Alors quels sont les produits locaux justement Ben là on a avec fait. lesquels vous travaillez Oui, il y en a beaucoup. Mais on va en mentionner quelques-uns. Il y a forcément la vinaigrerie de la Maison Para qui est à Nyons. Donc c'est une des 5 vinaigreries artisanales qui restent en France. Donc ils font un élevage en fût de chêne. Vinaigre de vin. Voilà, vinaigre de vin qui travaillent eux avec du miel, de l'hysope, de la lavande. Voilà. Ils font tout leur mélange comme ça et c'est hyper sympa. Après on a les pigeons de la Lance, qui est un producteur qui est à La Roche-Saint-Secret, c'est à 25 minutes de Grignan. Il fait un pigeon de top niveau. Très très bonne qualité. Après la truffe forcément en saison, à partir du mois de novembre, où là... Il y a pléthore de producteurs. Ben, le cavage, je dis pas que j'y vais tous les jours, mais j'en fais au moins une bonne quinzaine par an parce que c'est le meilleur moyen d'approcher ce produit. Je dis toujours, pour moi, c'était un produit un peu bling-bling. C'était un peu surfait la truffe. Je connaissais, tout simplement parce que je le connaissais pas, j'en avais vu travailler, mais pas de manière aussi approfondie qu'ici. Et quand je suis arrivé ici, tout le monde parlait de la truffe. La truffe, même à déjeuner, ils prenaient de la truffe. Je dis mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec la truffe? Et puis vous faites un cavage, vous en faites 2, vous parlez avec les gens du cru, ils vont vous raconter la petite histoire autour de la truffe. Et puis après un produit qui était un peu surfait, vous commencez à l'appréhender. Une fois qu'il est appréhendé, vous vous éclatez avec quoi. Parce qu'il y a une vraie demande autour de ce produit, que c'est un produit magique, tout simplement. Il distille juste ce qu'il faut, comme il faut, en termes de saveur, en termes d'odeur. Moi, c'est un de mes produits préférés. Je m'éclate à travailler. Qu'est-ce que c'est le cavage? Parce que je suis pas sûre que les téléspectateurs connaissent le terme. Le cavage, en fait, c'est simplement l'action d'aller récolter la truffe. Donc, chez nous, en Provence, on le fait avec un chien. Donc, le chien va caver. Ouais, et ça, c'est magnifique. Parce qu'on voit qu'ils font qu'un, quoi. Ouais. C'est comme nous en cuisine, sauf que là, ils sont que 2. Mais non, il y a un vrai travail. C'est un vrai binôme. C'est assez fusionnel entre le maître et le chien. C'est des bêtes qui sont bien dressées. Ouais. Ah ça, et puis ils sont bien élevés. Hein. La truffe, ils en mangent. Les malheureux. Non, et puis après, il y a un tout petit producteur de pommes de terre. Alors ça, je vous l'ai fait découvrir ce soir, mais il fait de la pomme de terre délicatesse. Mais il fait de la délicatesse... Je connaissais la Pompadour, la Charlotte. Je ne connaissais pas encore la délicatesse. Et la délicatesse, c'est une toute petite pomme de terre. Donc elle est beaucoup plus petite, c'est comme l'ongle. D'accord. Là, il me les fait toute petite exprès pour moi. Et il les cultive dans des pots de fleurs. Ah ouais. Donc c'est génial. Et alors, vous les servez dans des pots de fleurs hein, quand même. On les sert pas dans les pots de fleurs, mais pour les cultiver, c'est juste top quoi, parce qu'elles sont toutes fines, un goût sucré, mais c'est juste énorme. Elles portent bien leur nom quoi, délicatesse. C'est topissime. Une peau qui est extra fine, c'est. On oublie trop que la pomme de terre peut être aussi un produit gastronomique, enfin c'est vrai. Ouais. Ça paraît être le produit du commun des mortels que tout le monde mange, que tout le monde connaît. On parle même plus de la frite. Mais en fait, la pomme de terre, il y en a tellement d'espèces. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un produit que vous arrivez à travailler de façon un peu différente? Il n'y a que celle-là que je travaille vraiment de manière très particulière parce que pour moi, c'est un peu le caviar de la pomme de terre. C'est comme, de toute façon, vous avez tout. C'est comme dans le saumon fumé. Vous avez du saumon fumé bas de gamme, vous avez du très très grand saumon fumé. Mais pour moi, la pomme de terre à ce niveau-là, c'est la même chose. Comment justement vous créez vos plats? Vous vous inspirez de vos souvenirs d'enfance, je crois? Ben, ça c'est évident.
Effectivement, basé sur un souvenir, une émotion, quelque chose que j'ai déjà mangé. Je cherche pas à le dénaturer. C'est vraiment d'abord un produit, une idée. Et une fois qu'on a l'idée, on le travaille, mais tout en respectant l'idée de base et le produit. Vous avez un exemple de produit comme ça, souvenir d'enfance que vous avez transformé en plat gastronomique? On parlait de la coca de ma grand-mère. Et la coca de ma grand-mère, c'est simplement une grosse mitonnée de poivrons qu'elle faisait avec un petit peu d'ail et un peu d'oignon. Et elle enfermait ça dans une pâte à l'huile et qu'elle cuisait ça au four et en chaussons, en tourte. C'est une spécialité du sud, c'est ça? Oui, oui. Avec un petit peu de cumin dedans, quelques petites tomates. Déjà, est-ce qu'il y a un plat signature de Julien? Il y en a un. Il y en a un et... D'abord, pour moi, la notion de plat signature, je ne savais pas ce que c'était. Et quand je faisais mon tour de salle pour prendre le tempo de la soirée de mes clients, je leur demandais est-ce que tout s'est bien passé. Ils me disaient oh là là, on a pris le menu collection, c'était génial. Votre petit risotto d'épeautre à la truffe, c'était magnifique. Et là, je les regardais. Alors au début, je les ai pris un peu pour des fous. J'ai dit mais ils me parlent tous du risotto, mais ça reste un risotto, ok avec de l'épeautre, ok il y a de la truffe, il y a un bon jus de viande, une émulsion, mais il n'y a pas non plus de quoi en faire tout un plat, quoi. Alors il y avait un peu de frustration pour être honnête au départ, puisque je pensais que je faisais d'autres choses qui étaient bien plus compliquées ou qui méritaient peut-être un peu plus d'attention de la part. Et puis au final, on se rend compte qu'on donne tellement de plaisir avec ce plat-là que ça annule complètement le côté frustration. Et là, actuellement, on n'a pas de truffe. J'ai un peu de peine à pas le proposer parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui nécessite du plaisir aux clients. Et ça, je ne l'avais jamais eu auparavant, en fait. Donc voilà, vous l'avez vu, Juliane est quelqu'un d'extrêmement passionné, généreux, qui fait super attention à la qualité du produit, à l'origine du produit. Et dans la cuisine raconte une histoire. À chaque fois, c'est vraiment on plonge dans son univers et les plats sont pleins d'émotions. Donc c'est assez plaisant. Donc du coup là, on le voit, on était en fait sous une magnifique verrière. C'est là que se passent les repas. C'est un cadre du coup absolument dingue. Alors l'été on peut même manger dans le jardin, mais le reste du temps on est sous la verrière. Et au déjeuner en fait c'est une cuisine de bistrot qui est proposée, de bistrot plutôt élégant et recherché. Et le soir place au gastro, ce qui permet donc à Julien de faire une cuisine finalement généreuse et simple le midi et beaucoup plus travaillée le soir. Et il est assez bluffant parce qu'il arrive avec un produit identique. Par exemple, en ce moment, là, quand on est allé, c'est la saison des toutes petites morilles. Le midi, on a eu un œuf cuit cocotte avec ces petites morilles. Et le soir, on les a eu de façon tout à fait différente et beaucoup plus gastronomique avec des asperges. Et donc on voit que vraiment il arrive à se produire, à en faire à la fois quelque chose de simple pour le bistrot et à la fois quelque chose d'extrêmement travaillé pour le gastro. Et c'est là sa force. Et donc en cuisine, on voit ils sont assez nombreux, ça envoie du lourd. Et les prix restent même très très abordables pour le bistrot, puisqu'on est à 24,50 ou 29,50. Donc pour les déjeuners d'affaires, etc., c'est vraiment un cadre parfait ou pour venir en famille le midi. Et donc le soir, on plonge dans l'univers du gastro, qui là est beaucoup plus pointu forcément, avec des assiettes extrêmement joliment construites. Et puis une recherche de produits particuliers qui vont faire mouche et qui vont faire la différence. Et Julien notamment utilise toutes les herbes de manière assez particulière. Et il va nous montrer un petit peu comment il sélectionne ces herbes, qu'est-ce qu'elles apportent, et on va plonger avec lui dans l'univers des herbes. Il faut les goûter, il faut les sélectionner, et puis effectivement en piocher une, puis deux, puis trois pour pouvoir faire en fait son panel aromatique, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à retrouver un peu les mêmes. Il y a la grande mode de l'oxalis, tout le monde utilise l'oxalis, il y a la mode de la pimprenelle, tout le monde retrouve de la pimprenelle, enfin voilà.
L'idée, c'est essayer de prendre un produit ou deux ou trois et puis voilà, de le travailler, mais avec Alors qu'est-ce qu'il y a en ce moment quand même? Qu'est-ce qu'on a de joli là? Ben là, on va se rapprocher un petit peu du pass. Là, on a donc là, c'est super sympa. C'est un cresson. Ah oui, ça n'a pas du tout la tête du cresson. C'est un cresson et donc je te laisse goûter parce que il y a une belle particularité. Donc il s'appelle cresson aliénois. Il est légèrement piquant. Oui. Ouais, un peu épicé. Il a une super longueur en bouche, ça reste un truc de dingue. Je trouve ça plus fin et plus subtil que du cresson, oui. Cresson qu'on connaît habituellement. Ça, je trouve qu'il y a une attaque assez douce en fait, presque sucrée au départ. Exactement, et après ça arrive. Il y a la force qui arrive, exactement. Avec le végétal, etc., c'est super chouette. Alors ça, par exemple, où est-ce qu'on l'utilise? Sur quel plat? Ça, par exemple, avec un petit cochon. Un petit cochon, ça peut remplacer, pourquoi pas, un petit peu la moutarde ou le condiment qu'on peut mettre. Ça va venir un petit peu booster la préparation. Presque comme un réfort. Exactement, exactement. Ça, je le mets également avec le bœuf mi-cuit au sel. Un petit bœuf mi-cuit, un peu comme une viande des grisons, avec un petit peu de carotte et de cresson. La carotte qui amène la douceur. Il y a le côté salé, fumé avec le filet de bœuf et puis les petites herbes qui viennent relever la préparation et booster ça. Je trouve que c'est plutôt agréable. Après là on a un pourpier, donc là on est encore sur le pourpier d'hiver. Parce qu'après il monte et il devient beaucoup plus épais, un peu comme une plante grasse. Moi je le préfère vraiment l'hiver. Ça c'est. Enfin je vais te laisser découvrir la. Beaucoup plus fin, beaucoup plus doux, très subtil, assez léger. Il y a un petit peu d'acidité. Plus sur le végétal. Oui, tout à fait. On est beaucoup plus sur quelque chose de végétal. Et ça, alors peut-être avec, j'imagine, quelque chose de moins corsé, peut-être du poisson. Exactement. Sur un poisson, un petit poisson mariné, pourquoi pas, qui va amener cette touche végétale qui peut adoucir un petit peu. Juste pour souligner la chair du poisson. Et c'est un joli produit, le pourpier, j'aime beaucoup. Après, là, visuellement, c'est beau en plus. Là, on a une autre. Alors là, c'est un peu sous le même registre. Là, j'en ai trois qui sont un petit peu sous le même registre, mais avec des tonalités, des saveurs un petit peu différentes. Qu'est-ce que c'est, ça? Waouh. Ça envoie aussi. Ah, c'est super étonnant. Rien à voir avec le cresson qui était beaucoup plus sur l'épice et le côté un peu piquant. Là, c'est la chlorophylle qui sort. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la moutarde. C'est de la moutarde? Ouais, c'est une salade de moutarde, ça. Étonnant. Très étonnant, parce qu'en fait, ça va pas être comme... ça va pas être la moutarde piquante, mais... c'est marrant. Ça a du relief, quand même. Ah ouais. Ça a de la mâche, en plus. Oui. Donc, il y a une vraie texture qui est hyper intéressante. Là, après, on a donc de la Mizuna pourpre. Oh, génial. Alors ça j'aime bien. Donc là, c'est intéressant. C'est sucré, c'est super sucré. C'est intéressant de les goûter comme ça, parce qu'elles sont. À la fin, acidité. Elles sont pas du tout assaisonnées, et du coup, on apprécie vraiment la qualité organoleptique de la feuille de salade. C'est super frais en plus. Mais alors ça, tous les jours, vous les recevez ici? Non, pas du tout. Alors ça, je les reçois, c'est une seule fois par semaine. D'accord. Parce que le monsieur, il envoie un petit peu partout et c'est un peu compliqué à s'en approvisionner. Il m'envoie ça, donc d'abord c'est récolté le matin, donc c'est récolté le mercredi matin, je le reçois le mercredi soir. Donc c'est top fraîcheur. Et après, elles sont gardées dans des caisses avec un papier spécial salade, et moi je vais les brumiser tous les jours avec un petit pour garder un maximum de fraîcheur. Et puis après, bon, on va les trier. Au bout de 5 jours, c'est vrai qu'il peut y en avoir quelques-unes qui passent au travers, mais à la base, c'est quand même un produit qui est vraiment top niveau. Vraiment top niveau. Et alors ça? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la poirée. La poirée? La poirée. C'est dingue. On pourrait pas penser qu'avec juste des feuilles, en fait, c'est quand même juste des feuilles. Hein. Les goûts sont tellement différents. Il y a une palette aromatique qui est... Waouh! C'est bluffant. On est encore sur quelque chose de complètement différent. Là aussi, c'est plutôt doux, plutôt sucré également. Long, très long. Aussi de la mâche. Ça a l'air de rien, ces petites feuilles, mais...
Puis là, pour finir, la petite dernière. Ça, c'est une de mes préférées, celle-là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la métisse qu'on appelle. La métisse. Waouh. Alors rien qu'au niveau de la texture, ça n'a rien à voir avec celle d'avant. Ça change à nouveau. On est sur quelque chose d'assez assez doux, assez rond, légèrement épicé à la fin. Bon, je trouve qu'il y a un petit côté wasabi. Ouais, carrément. Je trouve qu'il y a un côté wasabi un petit peu. Carrément, ouais. Ah, c'est super ça. Je trouve ça très sympa. Alors celle-là, justement, type wasabi, sur un poisson cru. Voilà, un poisson cru, même sur un plat, pourquoi pas avec du cochon, avec de l'agneau aussi, qui va amener un petit côté moutardé. En fait, je pense que le cuisinier, les seules limites qui s'imposent, elles sont dans la tête, quoi. Dans la mesure où c'est bon, c'est bon, quoi. Il faut juste essayer, tâtonner, et puis une fois qu'on est en tout cas content du résultat, je pense que c'est pas mal. Donc on le voit, une cuisine extrêmement riche en saveurs, du fait aussi de toutes ces petites herbes qu'il sélectionne minutieusement. Mais je crois que l'autre caractéristique importante de la cuisine de Julien, c'est la générosité dans tout. Et ce qui était très surprenant et inattendu lors du repas au gastro, c'est que tous les plats sont accompagnés de sauces, de vraies sauces, avec vraiment un côté réduit, concentré, etc. Et à chaque fois, on arrive avec la saucière et on verse la sauce directement devant le client. Si on est grand, on peut même peut-être demander un petit peu de rab. Du coup, là, ça rend vraiment la cuisine généreuse sans pour autant devenir riche ou lourde de quoi que ce soit. C'est toujours extrêmement bien dosé. C'est ça le talent aussi du cuisinier. Donc vraiment une expérience globale quand on vient à Grignan, qui donc se passe par le bistrot, le gastro le soir, mais aussi par le salon de thé, puisqu'il y a un salon de thé avec un jeune pâtissier très talentueux, qui s'appelle très exactement Johan Triard. Et Johan, il a la particularité de travailler avec peu de sucre. Donc il va faire des desserts très fins, revisiter les classiques. Donc toute la partie salon de thé, on a vraiment aussi bien le baba au rhum que le tiramisu, etc., mais qui vont être vraiment peu sucré, très léger et agréable à manger. Et son autre grande spécialité, c'est le sucre soufflé. Alors le sucre soufflé, c'est une technique de pâtisserie où en fait on fait chauffer du sucre après l'avoir malaxé et on met de l'air pour le souffler. Ça peut paraître tout simple, mais en fait c'est pas si évident que ça. Johan a voulu me faire essayer de faire du sucre soufflé. Donc vous allez pouvoir découvrir en images que je ne suis pas très bonne pâtissière. Voilà. Je recommence au point de tout à l'heure. Je vais vous la fixer. Vous n'aurez plus qu'à souffler. Voilà, donc vous pressez bien ici. Ouais. Ça va être un peu chaud. Ouais. Pas avoir peur. Voilà, comme ça. Je vous sers bien. Ok. À vous de jouer. Hop, je place voilà, comme ici, ça. C'est ça. Et tout doucement. Laissez un peu. Laissez-vous un peu. Voilà. Hop. Allez-y, tout doucement. Donc si vous sentez de l'air ou... Donc là, il y a l'air qui passe. Il faut vraiment bien serrer encore. Oh, merde. Ah, ça y est, ça marche là. Évidemment, quand c'est pas moi qui le fais, ça marche. C'est très vexant. Alors, je vous laisse continuer. Allez-y, serrez bien. Je serre bien. Ah, ça marche. Voilà, allez-y tout doucement, remontez un peu et soufflez un peu dessus puisqu'elle commence à être vraiment très très fine. Tout doucement. Des petites pressions. Oh, c'est beau. Petite mini boule. Génial. Oh, je suis hyper fière là. Oh, je vais le faire à la maison, hein. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Franchement, faut pas pourquoi on en fait tout un panaquès. Hein. Non, je blague, c'est magnifique. Ah, je comprends le plaisir que vous avez à le... Si vous continuez, elle va exploser. Ah bon. Bon, allez-y. Ah, ça gonfle quand même bien. Lâche un peu d'air.
Elle a arrêté de gonfler. Là, on peut arrêter. Super. Donc là, Vous l'enlevez tout doucement avec votre doigt, vous la gardez maintenue. Ouais. Je vous débarrasse. Faut pas que je touche le haut, sinon ça va péter. Ça risquerait, oui. Alors là, on est vraiment comme une petite boule de Noël hyper fragile. C'est ça, exactement. Il faut pas... Et je vais vous laisser finir aussi. Vous devrez y aller délicatement, vous la prendrez sur le dessus. Ouais. Moi, je tiendrai l'emporte-pièce. Ouais. Et vous aurez plus qu'à... À la poser. Ça À la poser, l'enlever tout de suite. Voilà, c'est ça. Poser, enlever tout de suite. Et là, ça va péter, je vais avoir l'air tellement conne. Alors, vous êtes prête? Ouais. Allez, je vous y invite. Allez, continuez. Poussez un tout petit peu, une petite pression. Encore un peu. Voilà, là, elle est partie à l'intérieur. Vous la récupérez. Voilà. Parfait. C'est pas nickel. Retournez là. Et là, on va juste essayer de la retravailler pour remonter un peu les bords. Puis enlever le petit morceau de sucre. Enlever l'excédent. Voilà. Eh ben, plutôt fière. Hein. Ok. Le petit nez de clown, il est fait. C'est ça, j'ai mon petit nez de clown. Oh, je suis assez contente, super. Je suis ravi que ça vous plaise. Ah ouais, génial. Merci Joël. Voilà, donc petit cours particulier de sucre soufflé. Pas évident parce qu'en fait c'est extrêmement chaud quand on tient, on se rend pas bien compte. Moi j'étais assez bluffée, il m'a montré que c'était brûlé plusieurs fois parce que c'est un travail qu'il fait évidemment chaque jour pour créer ces jolies formes en sucre. C'est très esthétique mais c'est long, c'est minutieux, c'est très fragile comme vous l'avez vu. On peut les faire tomber, on peut les faire exploser. Donc voilà, c'est vraiment une technique particulière. Donc le clair de la plume à Grignan, je vous recommande vraiment d'y aller pour un week-end en amoureux en plus parce que les chambres sont tellement belles, le lieu est tellement beau. En fait, il y a plusieurs sites au sein du village, il y a une piscine avec vue sur les remparts. C'est vraiment un lieu incroyable et magique et où on mange extrêmement bien et j'en profite pour remercier à nouveau toute l'équipe qui nous a reçus parce que c'était passionnant de découvrir et de plonger au cœur de leur univers et de les accompagner comme ça pendant 24 heures. On va enchaîner sur toujours l'univers des chefs, mais cette fois à domicile. On se retrouve dans quelques secondes à la rencontre de la belle assiette. Retour de Grignan. Exactement, retour de Grignan. Alors, nous allons partir à la découverte de la belle assiette. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la belle assiette ? Bien sûr. Alors, la belle assiette, notre mission est de vous faire retrouver le plaisir de recevoir chez vous. Donc, on vous propose d'envoyer un chef cuisinier qui apportera tous les ingrédients pour le menu que vous aurez réservé. Le chef s'installe dans votre cuisine, prépare le repas dans votre cuisine, s'occupe du service à table comme au restaurant et fait même la vaisselle avant de partir. Même la vaisselle, il fait le ménage aussi. Il s'occupe de la cuisine. Bon, c'est déjà pas mal. Et alors, comment l'idée est venue? C'était d'en avoir marre de devoir passer trop de temps en cuisine quand les copains sont à la maison? Oui, bah écoutez, il y avait plusieurs raisons. Déjà, j'aime beaucoup recevoir, donc j'ai créé cette société avec Giorgio Rico, mon associé. On aime tous les deux recevoir nos amis, nos proches, mais en travaillant beaucoup, on a rarement le temps, si on rentre tard du travail, d'aller faire ses courses, de préparer le repas et malheureusement de rester en cuisine pendant que tout le monde est à table. Et donc, on avait cette ambition de vouloir faire venir des chefs pour nous aider à faire ça. Et on avait le bonheur de connaître quelques chefs cuisiniers, certains qui étaient en restaurant, d'autres qui faisaient ça à temps plein, mais qui exerçaient cette activité, mais qui n'étaient pas vraiment très connus. Donc on s'est dit, mettons-nous à l'effort et créons cette société et apportons ce plaisir de recevoir au maximum de personnes. Alors comment justement les chefs sont sélectionnés? Il y a un concours d'entrée? Oui, exactement. Donc la base, c'est que tout chef, on n'accepte que les professionnels.
Et donc les chefs s'inscrivent, postulent à la Belle Assiette et on regarde leur parcours professionnel, on fait des petits entretiens avec eux, on regarde leur CV, etc. Et derrière, on fait ce qu'on appelle un dîner de validation. Et donc il se déroule partout en France, on est aussi à l'étranger, mais bon, on va parler de la France maintenant. Et donc lors de ces dîners, ces nouveaux chefs qui souhaitent devenir partenaires de la Belle Assiette préparent un repas pour 6 à 8 membres du jury qui viennent chez un particulier et qui vivent une expérience de chef à domicile, mais qui sont là pour juger la qualité de la prestation et le rapport qualité-prix entre les prix que facturera ce chef sur la Belle Assiette et la qualité qu'il ou elle, bien sûr, proposera si il ou elle est accepté. Alors il y a des chefs, on a cru comprendre que c'était pas qu'à Paris, c'est partout en France, c'est ça? Donc il y a des chefs aussi en province, c'est dans toutes les grandes villes? Alors on a démarré la société en mars 2013 avec une dizaine de chefs très entrepreneurs qui suivaient deux jeunes fous qui voulaient se lancer. Et maintenant en France on propose notre service dans toutes les grandes villes, en fait on couvre tout le territoire français. Bon, dans certains lieux on aura plus d'offres que dans d'autres, mais partout en France vous pouvez réservé. À Grignan, il n'y en a pas, donc il faut aller au clair de la plume. Ça a l'air exceptionnel. Allez au clair de la plume, mais quand vous souhaitez faire un petit dîner chez vous, je suis sûr qu'on peut vous trouver quelqu'un aussi, mais il faudrait que j'aille voir chef Julien Aleno pour lui demander pour voir si lors de ses journées supplémentaires, il voudrait bien travailler avec nous, ça a l'air super ce qu'il fait. Mais donc on a plus de 300 chefs qui ont été validés par la Belle Assiette en France et qui peuvent venir chez vous préparer des repas. Oui, c'est un sacré réseau. Oui. Comment ça se passe justement dans le choix des menus? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a déjà dans un premier temps un nombre limité de couverts, ou alors est-ce qu'on peut faire un truc jusqu'à 50 personnes? Et comment est-ce que les gens choisissent leur menu? Bien sûr, alors vous pouvez réserver à partir de 2 personnes et le nombre maximum est illimité, ça va dépendre un peu de la taille de votre appartement ou de votre maison, je pense. Et bien sûr, le chef vient accompagner si vous êtes un nombre important de convives pour aider pour le service. En termes de prix, on a 4 gammes qui correspondent à 4 expériences différentes. Notre première gamme qui s'appelle Convivial, donc c'est des menus simples pour faire découvrir le service pour tous les budgets, donc c'est à partir de 35 € par personne. Et après, on a une gamme Tentation, Épicure et Signature. Tentation qui est à 49, Épicure qui est à 69 et 79 et Signature qui est à plus de 100 €. Et donc vous allez là on passe sur le registre du gastro, hein. Exactement. Donc on a moins de chefs qui proposent les menus signature. C'est une plus petite communauté qu'on a sélectionnée pour vraiment créer des moments exceptionnels. Et donc effectivement le slogan, la tagline de la gamme signature, c'est retrouver presque une expérience d'un restaurant étoilé chez vous. Donc c'est du très haut de gamme. La promesse c'est belle, mais alors comment font ces chefs pour cuisiner dans une cuisine finalement ménagère? Parfois j'imagine mal équipé, sous-équipé. Vous avez, j'imagine, une tonne d'anecdotes de chefs qui reviennent en disant mais l'enfer, il y avait qu'un micro-ondes, j'ai cru que j'arriverais jamais à m'en sortir. Parce que c'est un peu comme Top Chef, là on débarque dans une cuisine qu'on connaît pas. Alors c'est vraiment ça, et ça se retrouve dans la personnalité des chefs avec lesquels on travaille. Ils ont vraiment envie et ouvert à ce challenge, on va dire. C'est ça, c'est vraiment un challenge. Par contre, le chef apporte tout l'équipement que vous n'avez pas. D'accord, donc vous avez un petit entretien téléphonique après votre réservation sur le site internet avec le chef, et on a toute une checklist pour vérifier est-ce qu'il est possible de préparer le menu que vous avez réservé chez vous, et si vous avez une cuisine, on va dire, mal équipée ou moins bien équipée, le chef adaptera le menu bien sûr, et par exemple s'il vous manque des casseroles ou un robot mixeur spécial, le chef l'apportera. Et donc pour répondre à l'autre question, vous allez sur le site labelassiette.fr, vous allez mettre votre localité, la date, vous pouvez réserver jusque minuit pour le lendemain, donc vous pouvez dire demain à midi ou demain soir, et on va vous proposer des menus donc dans chacune des 4 gammes dont je parlais, et vous sélectionnez votre menu, on vous indique qui est le chef qui préparera ce menu, vous avez les retours des autres clients pour vous faire une idée, vous pouvez laisser des commentaires pour ajuster le menu, c'est-à-dire si vous avez des allergies, si un de vos convives est je sais pas, végétarien et vous avez réservé un menu qui a de la viande, le chef pourra faire un menu pour un des convives
végétarien. Et après, vous réservez, vous réglez la prestation en ligne et tout est OK. Là, tout ce qui vous reste, c'est ouvrir la porte pour vos convives. Ça marche aussi le midi, c'est ça, ou c'est que le soir? Ça marche aussi les midis. Effectivement, le gros de nos réservations sont le soir, mais le midi, c'est surtout le week-end et les déjeuners de famille, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Aujourd'hui, combien de repas en moyenne réservés par jour sur la Belle Assiette? Alors, on ne communique pas exactement sur les chiffres, mais je peux vous dire que ça se compte en milliers de réservations et de milliers de clients donc, dans les 6 pays. On est en France, en Belgique, Luxembourg et Suisse. On couvre tout le Royaume-Uni aussi. Et on a ouvert il y a 1 mois et demi en Allemagne, mais uniquement à Hambourg. Comment on fait pour couvrir l'étranger comme ça? Bah écoutez, on voyage, on a des équipes localement. Donc on a un petit bureau à Londres et un petit bureau à Hambourg et c'est la magie, on va dire, du web aussi. Ça permet de centraliser énormément d'activités et au final j'aime bien dire qu'on a créé aujourd'hui, je pense, plus de 550 chefs dans 6 pays, donc 550 petits restaurants dans 6 pays qui ouvrent et qui ferment tous les soirs chez les particuliers. Quel est le pays où on reçoit le plus? En fait, dans chaque pays qu'on couvre, on reçoit, mais pour différentes raisons et à différentes occasions. Donc, on voit un réel besoin pour un service comme la Belle Assiette dans tous les pays. Je pense qu'en France, on a une vraie culture de vouloir recevoir, mais on le fait vraiment plus assez, et c'est un tel plaisir. Donc je pense que c'était naturel pour nous de démarrer ici. On a aussi voulu appeler la société La Belle Assiette pour naturellement apporter le branding de la French Touch. Donc en Allemagne, c'est labelleassiette.de et en donc Angleterre. Ça reste La Belle Assiette. Ça reste La Belle Assiette. Ok, c'est pas The Beautiful Plate en Angleterre. Non, effectivement, souvent dans des interviews, je dois traduire parce que les gens ne comprennent pas. Et les Anglais, par exemple, s'approprient la marque, ils appellent ça label. Ils oublient l'assiette parce qu'assiette est un peu compliqué, mais on adore. Et donc par contre, ce qu'on dit, c'est que c'est toujours des chefs locaux, mais on a les mêmes critères de validation dans tous les pays. Et donc résultat, on exporte en disant des chefs locaux sélectionnés avec des standards français. Avec l'objectif de pouvoir, par exemple, faire voyager un chef entre Manchester ou Exeter ou Londres et le faire venir s'occuper de nos clients à Marseille et vice-versa. Et on a même créé un outil pour permettre à nos chefs de voyager. Donc, ils peuvent nous dire pendant, je sais pas, la période estivale, j'aimerais partir de Londres et descendre dans le sud de la France et quand même travailler un petit peu pendant mes vacances. Et on a créé un outil pour leur permettre de se déplacer, de travailler chez les particuliers, mais loin de chez eux. Super service, moi je suis assez conquise par La Belle Assiette. Donc le site internet, vous l'avez compris, c'est labelleassiette.fr. Exactement. Si vous êtes à l'étranger, ça sera .de, etc. Ouais. Et donc vous avez la possibilité de réserver un chef pour chez vous, à domicile, à partir donc de... À partir en France de 35 € par personne. À partir de 35 € par personne. Donc finalement, on est sur le prix d'un restaurant, standard, voire même un peu moins cher si vous êtes à Paris, parce que généralement vous en avez pour un peu plus de 35 €. 35 € avec le vin? Non, alors les vins ne sont pas compris. D'accord. Mais par contre, on vous conseille. Et l'idée, en fait, est d'utiliser sa propre cave. Parce que c'est vrai qu'au restaurant, le vin coûte très cher. C'est sûr. Donc là, on vous conseille ce qui marche bien avec le menu que vous avez réservé. Et si besoin, on peut s'en occuper, mais rarement. Et on conseille même aux clients de s'en occuper eux-mêmes. De s'en occuper eux-mêmes. Ok, super. Retenez bien cette adresse, labelleassiette.fr. On se retrouve dans quelques secondes pour découvrir les produits. Alors Mathilde, je crois que tu as quelques petites merveilles à nous présenter. Exactement, on vient de parler de la Belle Assiette. Moi, j'essaie de rendre les assiettes un peu plus belles dans nos quotidiens à la maison. J'ai quelques produits effectivement à vous présenter. Alors, j'imagine que vous en avez tous entendu parler. On est dans la folie du manger bien, du manger bon, du manger bio, et du manger sans gluten aussi. Et je voulais vous présenter une marque anglaise qui débarque sur le sol français, qui s'appelle Mother Grain. Et en fait, c'est
du quinoa. C'est du quinoa, voilà, ils ont, hop, à la caméra c'est encore mieux, ils ont lancé en fait tout un package de séries de quinoa qui est donc à la fois on les retrouve donc en version express comme on peut trouver le riz, le blé, etc. On a les versions pour les enfants et là on a les versions aussi, alors ça c'est les versions pour les plus petits, pour les bébés à partir de 8 mois et là on est sur une version plutôt pour la caméra, pour les enfants donc un peu plus âgés, donc il suffit de faire tout réchauffer ça au micro-ondes et on a également bien évidemment la version graines comme on peut avoir son paquet de lentilles à la maison. L'intérêt du quinoa. Bon Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon pour l'avoir. Alors là, c'est froid, donc je vais pas vous faire une démonstration en direct. Mais pour l'avoir goûté, ben effectivement, c'est du quinoa qui en plus est assaisonné, parce qu'ils ont plusieurs recettes, notamment. Chez les adultes, on peut trouver du quinoa un peu épicé à la mexicaine, du quinoa avec différents types de graines qui sont mélangées. Pour les enfants, on est par exemple sur une version méditerranéenne ici. Pour les tout petits, ça mélange aussi tout ce qui est haricots, etc. Donc maïs, voilà. Donc on est plus sur des recettes qui ont été élaborées à partir de quinoa. Il faut savoir que cette entreprise travaille avec des producteurs qui sont basés au Pérou, parce que le Pérou est l'un des pays producteurs de quinoa, oui, il faut le savoir. Et voilà, donc ils ont été sélectionnés du quinoa là-bas, donc ils travaillent avec des producteurs qui sont bien évidemment bio et qui permet aussi du coup de répondre aux contraintes alimentaires des gens qui sont allergiques au gluten. Voilà, bonne nouvelle. On peut, tout à fait, manger des céréales et du coup trouver autre chose que des pâtes et compagnie. Et c'est un très très bon apport en protéines également. Donc pour les végétariens et les allergiques au gluten, c'est parfait. C'est effectivement une bonne nouvelle. On n'a jamais assez d'alternatives. Je crois que tu as aussi une alternative au niveau des yaourts à nous proposer. Oui, tout à fait. Alors juste pour terminer sur les prix, donc on est entre 6,45 € pour le gros paquet de graines de quinoa et entre 2,45 € pour les express, notamment pour la partie kids. Pour continuer justement sur les allergiques, les contraintes alimentaires, cette fois-ci au lait de vache, c'est la marque Saint-Hubert que vous connaissez bien tous, notamment pour son beurre, qui a lancé ces petits yaourts, voilà, que je vous présente à l'endroit, c'est encore mieux. Hop, c'est par là. Et donc du coup, qui sont au soja. Donc on a une version chocolat et on a une version framboise, pardon. Voilà, donc du coup c'est une bonne alternative à ceux qui ont des contraintes alimentaires vis-à-vis des produits laitiers, notamment du lait de vache. Donc là, on est sur du lait de soja, qui permet d'avoir les apports nutritionnels aussi importants. Et pour terminer sur la partie douceur, alors là on se fait plaisir. Je sais que vous connaissez tous les calissons Dex. Cette boîte vous est probablement tout à fait familière. Voilà. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, parce qu'on se demande toujours d'où vient le mot calisson et qui est effectivement le roi René. En fait, c'était donc du coup le roi d'Anjou à l'époque qui s'était marié avec une certaine Jeanne de Laval en 1454 et cette dame, cette fiancée, était réputée pour sa très mauvaise humeur, son côté très capricieuse, je voudrais dire, une femme capricieuse, non, capricieuse, mauvaise humeur, mais surtout qu'il ne souriait jamais. Ah. Et il se trouve que lors de ses noces, alors c'est la légende qu'il raconte, que lors de ses noces, le roi René lui a remis ce petit calisson, enfin qui ne s'appelait pas cette petite douceur parce qu'elle n'avait pas de nom à l'époque. Et la fiancée s'est émerveillée avec un grand sourire en goûtant ses gourmandises. Et un des proches lui aurait dit Kalin Soon, qui
qui en provençal veut dire du coup des câlins. Et donc du coup, ça veut dire que du coup cette gourmandise est devenue un peu le câlin de fin de repas, voilà. Et donc du coup, la gourmandise. Et en fait, donc la marque se renouvelle et ils viennent de lancer leur calisson d'exception. Et donc du coup, je ne sais pas si on voit le thème. Voilà, c'est des calissons. Ils sont fourrés. Ils sont à la clémentine de Corse et aux fèves de cacao. Donc on voit en fait sur le dessus que bien évidemment on n'est pas sur la couleur un peu blanche qu'on connaît, mais là on est effectivement sur de la clémentine et des fèves de cacao. Donc il y a à peu près une dizaine de nouvelles saveurs qui sont sorties, dont une au chocolat que je recommande particulièrement, mais également au matcha, à la framboise, ce genre de choses. Voilà. Donc délicieux. Le calisson se pump. Le calisson se pump, etc. et devient ultra tendance. Donc si vous voulez être dans la tendance, il faut aller manger du calisson et on va faire un tour. Alors, on les trouve à Paris, au Galeries Lafayette. Ils ont tout un nouveau corner qui vient de s'ouvrir au nouveau Galeries Lafayette gourmet. Et bien évidemment, dans plusieurs épiceries fines, boutiques d'épicerie fines. Et pour ceux qui sont dans la région d'Aix-en-Provence, ce n'est absolument pas très compliqué à trouver. Voilà pour la petite douceur. D'autres petites douceurs avec la Trinitaine qui lance un nouveau coffret. Magnifique coffret, donc on connaît tous les petits gâteaux de la Trinitaine. Ce sont des petits biscuits sablés qui ont légèrement souffert pendant le voyage. Alors j'ose à peine ouvrir parce que je les ai un peu baldringués et bon, ils ont voilà. Bon, bref, vous connaissez, je vous montre les petites galettes. Et on les connaît, les tous la petite galette de la Trinitaine qui elle n'a pas trop souffert. Tout à fait. Et donc c'est des petits sablés absolument très gourmands qu'on aime bien grignoter ou goûter et qui vient de sortir donc cette très jolie boîte en fer qui peut bien sûr se réutiliser derrière, notamment pour mettre vos morceaux dessus comme nos grands-mères le faisaient, ils le font d'ailleurs toujours. Et donc ça on la trouve au prix de 5,95 €. Un petit morceau de sablé la Trinitaine. Bah oui, hein, tac. Merci. Les boîtes sont hyper... Je les ai goûtées déjà, mais les boîtes sont hyper rétro, j'adore. Toujours aussi bon. C'est le vrai sablé de notre enfance. Tout à fait. Bien beurré et croustillant. Après les petits sablés, on va faire un petit tour du côté des glaces. On a une petite innovation à vous présenter avec une vidéo qui va vous montrer un peu le concept. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mathilde ? Oui, tout à fait. Alors, ça va être la tendance de cet été, donc soyez avertis de voir débarquer ce qu'on appelle les ice rolls, les freeze rolls. Voilà. Enfin, on est dans la glace qui prend une tournure un peu particulière, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la vidéo. La glace roulée en fait, hein. C'est ça, c'est de la glace qui se roule. On n'entend pas Mathilde, mais c'est peut-être moi parce que je l'entends plus. Voilà, on est à nouveau Mathilde. Voilà. Oui, donc du coup en fait cette glace qui se roule est celle qui va un peu faire le tube de l'été pour les mois et les semaines à venir. La machine qui a été présentée, c'est un concept de chez MG Concept, donc pour tous les professionnels qui veulent l'avoir chez eux, il suffit d'aller sur le concept de freezerolls.com et prendre contact avec MG Concept. Mais il y a plusieurs boutiques, il y a des indépendants qui se sont lancés dans la commercialisation de ces glaces, donc vous allez sûrement en entendre parler dans les semaines à venir. Très original, un joli nouveau concept. On se retrouve dans quelques secondes pour se désaltérer avec la partie glouglou. À tout de suite. Maintenant que nous avons bien mangé, il est temps de bien boire, toujours avec modération, vous le savez, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une petite sélection de vins. Tout d'abord, un rosé
Un rosé d'Alsace, on n'en parle pas assez, mais en Alsace, ils font aussi du rosé, un rosé à partir de pinot noir, il est 100% pinot noir, il s'appelle Petite Folie. Derrière ce nom absolument charmant, c'est la maison Wolf Berger, qui est une maison alsacienne assez réputée, qui fait des très jolis vins même, et qui a voulu sortir un rosé pas trop sucré, ce qui est souvent reproché au rosé. Donc on est plutôt sur le fruit, la fraîcheur, mais rien de pesant. C'est extrêmement bien équilibré. Moi, j'ai eu un vrai petit coup de cœur pour ce rosé, parce que je suis pas fan de rosé, je le confesse entièrement, et j'en bois rarement. Mais celui-ci, je l'ai trouvé complètement à mon goût, parce que il est assez subtil et assez fin pour accompagner en plus des petits mets. Alors à l'apéritif bien sûr, mais faut pas hésiter à le sortir avec des petits plats asiatiques, par exemple des petites crevettes avec une sauce épicée, ou alors des petits briques de viande relevée. Voilà, il y a plein de choses à faire, et à l'apéro cet été, ça va être votre plus grand plaisir. Autre vin. Sauterne. Alors là, c'est étonnant, on n'est pas sur un sauterne classique du tout. On est sur un sauterne dont les raisins ont été ramassés jeunes. Résultat, on a un vin beaucoup plus sec qu'un sauterne classique, puisque pour le rappeler, le sauterne est un vin moelleux ou liquoreux, même liquoreux. Et donc là, on est sur un vin sec, mais toujours aussi aromatique et fruité. Et la grande nouveauté cet été, c'est d'en faire des cocktails. Alors, ça se déguste aussi très bien tout seul, mais alors en cocktail, avec du Perrier notamment. C'est la nouvelle association branchée, c'est Laura Vidal, ex-sommelière du Frenchie, qui maintenant est au Pop-Up Concept, Pop-Up Store, je ne sais plus. Donc c'est Laura Vidal qui a qui a créé la recette. Et donc sauce sauterne avec du Perrier, ça va être votre cocktail de l'été. Juste avant de terminer, on vous rappelle que la chaîne est présente sur toutes les box. Alors les box vont s'afficher en bas de l'écran. On est à la fois sur SFR, sur Free, Bouygues et Orange. Vous avez le numéro des canaux. Mais nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, puisque vous pouvez nous suivre sur @qu'est-ce-qu'on-food sur Twitter. Il ne faut pas hésiter à réagir, à nous poser des questions. On est toujours ravis de vous répondre et de vous avoir avec nous pendant l'émission. Juste avant de terminer, Mathilde, un dernier petit mot à ajouter sur un événement qui arrive très prochainement ? Un événement particulier, je suis en train de regarder mes petites notes. Oui, il y a le barbecue La Braise auquel il faut aller. Ça se passe tous les mercredis de l'été jusqu'au 16 septembre. À partir de 19h, ça se trouve au Trinquet, qui est sur le quai Saint-Exupéry dans le 16e à Paris. Et alors c'est un barbecue un peu particulier, puisque c'est un barbecue autour de l'Afrique du Sud. Donc c'est pour aller y découvrir tous les fameux barbecues, les Afrikaners, autour du cochon, de l'agneau, des saumons entiers, etc. Et n'hésitez pas surtout à aller profiter des beaux jours pour faire le barbecue sud-africain. Dernier petit bon plan, et maintenant on se quitte. À très bientôt et bonne journée à tous.